Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Elwood pour présenter la Death Guard en V9 de Warhammer 40 000. La Death Guard est la 14e légion des Space Marines créée par l'Empereur, menée par Mortarion du temps de l'hérésie d'Horus, et c'est d'ailleurs intéressant puisque même justement pendant le début des conflits, avant que Horus révèle son vrai visage, que Mortarion lui prêtait déjà plus allégeance qu'à l'Empereur. Et c'était à l'époque Roput Guiniman qui avait averti l'Empereur en disant « Fais attention, ces petits mecs, ça sent qu'ils puent la merde. Ils puent la merde déjà à l'époque, ils puent la merde. » Il avait dit « T'es ouf, jamais !» Et on sait ce qui s'est passé depuis, putain. Maintenant, en termes de livre d'armée, c'est grâce à l'arrivée de la version 8 de Warhammer 40 000, puisque Game Workshop avait positionné l'armée de la Death Guard vraiment en tête de cette version, avec une toute nouvelle gamme, et elle était même présente dans la boîte de base face aux Space Marines. Tout comme les éditions Hachette, qui grâce à Warhammer Conquest, avaient aussi mis justement cette armée en face de la Star Test standard, ce qui fait que beaucoup de joueurs se sont lancés avec cette armée-là. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as jeté son dévolu sur la Death Guard ? Moi, étant un joueur Nurgle, forcément, quand ils ont annoncé la sortie de la Death Guard, j'ai regardé, les figues m'ont tout de suite plu. Enfin, c'était une armée toute neuve, des figues toutes neuves, donc forcément, je me suis dit que pour la collection, c'était le moment de se lancer. On est donc, comme je le disais, sur un codex V8, c'est d'ailleurs un des deux premiers qui était sorti à cette période-là. C'est aussi une doléance, c'est qu'il n'a pas eu une nouvelle édition sur une version qui a duré presque 3 ans, il était donc un petit peu à la bourre par rapport à d'autres, et même justement sa mise à jour via le Psychic Awakening est arrivée en pleine période de confinement, et donc finalement n'a quasiment pas été joué avant l'arrivée de la V9. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais le gameplay, vraiment juste avec le codex, de cette armée ? Avec ce codex, ce qu'il en ressort, c'est la résistance, grâce à Affreusement Résistant, que quasiment toutes les entrées du codex ont, mais par contre ça se paye par le manque de létalité et de portée de l'armée, de projection. D'accord, donc quand tu parles de résistance, tu parles notamment de la règle affreusement résistant, qui est le fait d'annuler les PV perdus sur du 5. Ça, couplé au fait que beaucoup d'unités ont une sauvegarde invulnérable à 4 ou 5, et ça permet énormément de tanker justement, parce que dès qu'on a une blessure, on va faire 4 ou 5 plus, et derrière, hop, de nouveau jeter un dé, et possibilité de l'annuler. Et finalement, qu'est-ce qu'a apporté l'EPA ? L'EPA a apporté des compagnies différentes qui apportent du gameplay en fonction de la compagnie qu'on choisit. Et surtout, il a apporté aussi de la létalité qui manquait bien évidemment à ce codex. On parle d'une légion qui n'est pas couverte dans le codex du Space Marine du Chaos, mais qui va avoir certaines similitudes. Ça va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de tanking. Malheureusement, ça ne va pas avoir la projection d'un warp time, d'un temps altéré qui fait qu'on peut faire du double move et ainsi de suite. Mais ça va avoir, puisqu'ils étaient là au tout début, vétérans de la longue guerre, et aussi des stratagèmes qui vont lui être propres, soit par exemple issu du codex comme nuage de mouche qui fait qu'on ne va pouvoir cibler une unité que si c'est la plus proche, couplé au fait par exemple d'avoir des stratagèmes qui vont nous permettre de faire des interventions héroïques comme des personnages, de réserver pas mal de mauvaises surprises à son adversaire. Et alors qu'on était sur une armée qui finalement était très prévisible dans sa façon d'avancer indubitablement sur la table, là on va être capable de créer des petits coups de poing ou en tout cas des petits coups de pute, des petits coups de fourberie à son adversaire et ça va vraiment permettre d'assaisonner assez son gameplay. Le PA est un vrai bon élément pour cette armée de Death Guard. Tout à fait. Là, on vient de présenter la Death Guard, justement, intrinsèquement liée à ce qu'elle est, mais comment est-ce que ça va matcher avec la V9 ? On va commencer par un des plus gros changements qu'il y a eu, le fait de pouvoir avoir 12 points de commandement en début de partie. Comment est-ce que justement ça va s'articuler avec la Death Guard ? Déjà, c'est un gros up pour la Death Guard. Avant, on avait vraiment du mal à avoir plus de 8 points de commandement, avoir un double bataillon, c'était très coûteux en termes de taxes. Aujourd'hui, avoir 12 points de stratagème, ça permet vraiment d'aller chercher dans le codex et dans le Psychic Awakening les points forts de l'armée. On va pouvoir avoir plus facilement accès au nuage de mouche qui permettait de devenir personnage, ce qui rend une unité, par exemple un blob de Terminator, un peu juste en retrait, mais complètement ciblable pour l'adversaire, juste le temps qu'il arrive pour faire le combat. Ça va permettre aussi, grâce au Psychic Awakening, d'améliorer la portée de ses armes. Notamment pour les grenades, le fameux combo grenade, d'avoir 12 pouces de portée, ça n'a plus rien à voir avec 6 pouces. Ça se voit plus. Allez, Mister Obvious. J'ai fait mon travail. Donc, oui, en effet, justement, ces fameux combos, on est dans l'ère un petit peu du Kinder Surprise où on a ces unités super OP dans des rhinos ou dans des transports. Tout à fait. Et le fait de pouvoir avoir des transports, débarquer de 3, bouger malheureusement de 5 et pas de 6 comme les humains standards, et là de pas tirer à 6 mais à 12, comme tu l'as dit, c'est énorme en termes justement de projection aussi de l'état. Ça change tout et on a surtout le stratagème phare pour moi du Psychic Awakening qui va nous permettre de rendre l'âme de la Death Guard sur des unités qui n'ont pas d'habitude l'affreusement résistant, de le donner là. Donc le fait de gagner ces points de commandement là, on les dépense en création de liste, mais pour donner Feel No Pain à des rhinos, ça change complètement la philosophie du rhino en fait. Pour conclure sur les points de commandement, le fait d'en avoir 12 puis d'en gagner un par tour nous permet d'être plus létal,
plus longtemps dans la partie, là où avant on avait tendance vraiment à s'essouffler avec le si peu qu'on avait. Yes, et comme tu l'as dit, c'est une armée qui va être tributaire justement de ses combos, donc de la mise en avant de certaines synergies à base d'une armée qui va gagner en portée. De l'autre côté, là on va gagner de l'APA, devenir arme de la peste. Et c'est avec tout ça mis bout à bout qu'on va être capable justement de prendre un point du champ de bataille. Bon, certaines armées arrivent à le faire partout, mais la Death Guard, ça va être ciblé de justement astropoutrer cet endroit-là pour pourquoi pas retourner une game. Autre changement majeur, c'est la règle attention, méfire. Le fait que les personnages avant n'étaient ciblables que si c'était l'unité la plus proche. T'as parlé de nuage de mouche, mais maintenant c'est un petit peu différent. Il faut qu'un personnage soit à 3 pouces d'unité amie de type véhicule ou de plus de 3 figurines à l'intérieur de celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Death Guard? C'est un avantage ou c'est un inconvénient? Alors pour la Death Guard, je pense que c'est un avantage parce que déjà les véhicules et les infanteries résistent mieux. Donc ce sera plus compliqué d'aller sniper la petite unité qui est à côté ou le véhicule à côté pour ensuite taper le personnage. Couplé au fait que les personnages spécifiques du codex et aussi l'affreusement résistant permet de résister à un éventuel sniping qui pourrait arriver suite à une petite erreur de placement. Pour moi, la Death Guard perd pas trop avec cette nouvelle règle. D'accord, ça veut aussi dire que tu mets encore plus en avant les personnages spécifiques Death Guard versus Hérétique Astartes, puisque eux n'ont pas cet extrêmement résistant. Tout à fait, ils n'ont pas cette règle, et en plus, les personnages spécifiques des Guard ont l'endu 5. Donc ce qui fait que sur quelques armes ou une volée de bolter, déjà, naturellement, on va déjà un peu mieux résister. Autre changement majeur de cette version, c'est la réévaluation des coups en points, justement de la migration V8-V9. Beaucoup de codex ont pris plus de 15%, certains même 20%. Où se positionne la Death Guard par rapport à ça? Pour certains, on est les grands gagnants de cette révalorisation en points. Car à part le Plague Burst qui a pris quand même 30 points, qui est complètement justifié avec les nouvelles règles, on en reviendra juste après, la Death Guard a pas trop pris, ou très peu, donc elle s'en sort très bien. Là, tu as parlé du Plague Burst, c'est une bonne transition pour parler aussi justement du changement des véhicules. On va parler ici déjà de la règle déflagration, même si ça ne concerne pas nécessairement les véhicules, mais le fait que grâce au paradis des gros calibres, les véhicules peuvent, eux, tirer quand ils sont engagés au corps à corps. Tout à fait, ça permet d'être un peu plus permissif qu'avant, parce que les Plague Burst avec leur Crash Pest ou le drone aussi permet de tirer au corps à corps contre de l'infanterie. Et c'est même nous des fois qui allons engager le combat, là où avant on avait tendance à rester un peu en retrait, juste à camper son objet. Là maintenant on peut vraiment se permettre de les envoyer au corps à corps contre de l'infanterie, ils resteront à être efficaces contre celle-ci. Là tu parles véhicule, on parle aussi déflagration. On rappelle qu'on n'a pas le droit de tirer quand on est de type déflagration et engagé au corps à corps, mais ça nous fait aussi une bonne transition par rapport à cette règle. On a les POX ou même les plagues marines qui sont jouables de 5 à 20. Est-ce que eux vont être sujets à la déflagration ou au contraire ils vont plus en profiter? Vu la résistance que l'on a, prendre les armes à déflagration, ça se contrebalance un petit peu, donc c'est pas très grave. Parce qu'endurance 5, souvent des armes à force 4, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ensuite, nous, par contre, nos armes à déflagration à nous, on va avoir les grenades. Ça tombe bien, c'est toutes les combos de l'armée. Donc ça peut avoir un avantage et surtout un plan B face aux hordes qu'on n'avait pas forcément avant. Et aussi sur le Plague Burst, sur l'obusier. Ensuite, autre changement qu'on va avoir, c'est les décors. Le fait d'avoir soit des -1 pour toucher, soit tout simplement des occultants qui font qu'on ne voit rien. Comment est-ce que ça va se traduire par rapport à la Death Guard? Par rapport à la Death Guard, ça va dépendre de l'armée que tu vas faire. Le système de compagnie qui est apparu dans PA va nous orienter un peu les listes. Donc c'est vrai qu'une liste full véhicule, comme on peut voir, les décors peuvent être un peu embêtants. Par contre, on peut aussi partir sur la liste full piéton, qui là va grandement gagner avec ces règles-là, de pouvoir se cacher dans un premier temps, surgir dans le décor et lancer ses combos, lancer ses tirs, etc. Yes. Puisqu'on le rappelle, quand on est de type infanterie, nuée ou bête, on peut tout simplement passer à travers ou alors les escalader dépendamment du décor. Et ensuite, on commence à un petit peu s'en rendre compte, on gagne ou on perd une partie uniquement avec les objectifs, avec un pool potentiel de 45 points d'objectifs primaires qui nécessite d'être sur un objectif un tour entier, puisqu'on va marquer au début de sa prochaine phase de commandement. Donc logiquement, on se dit qu'une armée tanky a des avantages par rapport à ça. Complètement en fait. C'est le point fort de l'armée Death Guard avec cette V9. C'est l'armée qui va le mieux tenir un objectif avec des troupes super OP. Parce qu'on a les troupes super OP les plus résistantes du jeu. Tout clairement, il n'y a pas d'autres troupes qui arrivent à ce niveau-là. Donc l'objectif principal, primaire, nous, on le tient sans problème. Tu as parlé de Super OP. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de pourquoi pas avoir des rhinos qui ont justement une Avula 5 en bulle et un Feel No Pain A5 avec le petit PC que tu as payé en début de game. Mais toi, est-ce que tu sais gérer aussi ces listes Kinder Surprise à base de savoir péter un transport et aussi aller te positionner dessus et clean ce qu'il y avait à l'intérieur en phase de combat? On n'est pas si pire, j'ai envie de dire. C'est qu'on va avoir soit les Plague Burst avec des canons laser améliorés grâce au Psychic Awakening. On peut avoir aussi les Mephitic Blighthauler qui, avec leur multifuseur, leur lance-missiles, ont de quoi ouvrir des véhicules assez facilement. On a aussi les grenades qui servent à ça. Et je pense à ça parce que tu lances tes grenades sur le Rhino, puis après tu charges ce qu'il y avait dedans, avec toutes les combos qu'on a aussi pour améliorer les couteaux de la peste. Ça se passe plutôt assez bien, je pense là-dessus. On a fait le tour des différentes modifications V8, V9. On ne va maintenant parler plus que de la V9.
Qu'est-ce qui marche en Death Guard? Donc on va commencer par les QG et on va parler du Prince Démon qui, malgré sa hausse en points, reste toujours viable pour synergiser son armée. Ça reste un totem qui va se défendre au corps à corps, au psy, voire même au tir parce qu'il peut avoir un lance-flamme lourd, c'est pas déconnant non plus. On va le mettre en comparaison avec le Chaos Lord qui va avoir la même bulle de reroll mais qui lui n'est pas résistant, qui lui n'a pas l'endu 5, ce qui est quand même dommage de jouer Death Guard et de ne pas jouer des persos qui ont ces traits de caractère. Et Typhus alors dans le même rôle? Et Typhus dans le même rôle, il va être cantonné à vraiment être joué avec les Poxwalkers. C'est-à-dire que si on joue vraiment une armée axée sur les Poxwalkers, chose qui est sortable, vraiment sortable, hein, si on aime les Poxwalkers, la marée de zombies qui avance, c'est fluff. Et franchement, si l'adversaire n'est pas équipé, il peut vraiment s'engluer dedans. Et Typhus va vraiment les buffer. Passer des Poxwalkers endurance 5, ça surprend toujours. D'accord, donc en fait ce qui va le mettre en comparaison avec le Prince Démon, c'est que si on joue pas une liste à thème Poxwalker, celui-ci va cruellement manquer de projection. En fait. Bah c'est ça, il bouge que de 4, il a une armure cataphractique qui fait qu'il avance d'un des 3 seulement, donc même les Poxwalkers courent plus vite que lui. Donc il va tirer la langue pour les suivre. Hein. Bon après il peut FEP, donc à voir aussi avec les réserves stratégiques où on a la compagnie qui permet de mettre des Poxwalkers en attaque de flanc. À voir, il y a vraiment des choses possibles si on axe son armée dessus, mais de manière générique, j'aurais tendance moi à préférer un Prince Démon qui lui aussi est psycheur, bon un sort de moins certes, mais qui va être plus résistant au corps à corps et au tir et qui va vraiment mettre des vrais baffes, surtout avec le Psychic Awakening quand on le met avec une épée. En deuxième QG que j'aime beaucoup, moi c'est Malignant Plaguecaster. Pareil, en comparaison avec le Sorcier du Chaos qui est dans le codex, bah, il a l'endu 5, il a l'affreusement résistant que n'a pas le Sorcier du Chaos. Alors oui, on peut leur mettre l'affreusement résistant avec le stratagème, mais c'est quand même cher payé de payer un PC en plus pour ça, alors qu'on l'a nativement sur le Playcaster. Et notamment par sa règle spé qui est le fait de mettre une petite mortelle en plus à 7 pouces sur un 7 ou plus quand on lance un sort. Bah, les smites assez proches à D3+1, peu de gens y pensent et ça fait la bonne surprise de temps en temps quand même. Enfin, un dernier QG dont on n'a pas parlé, c'est Lord of Contagion. Ils ont enfin mis, grâce au Psychic Awakening, la règle de reroll D1 un peu comme un capitaine, mais pareil, il faut de nouveau payer un PC. Je pense qu'il y a d'autres utilisations meilleures pour nos PC que le fait de lui payer cela. Et son aura qui fait des blessures mortelles en début de phase de combat est assez anecdotique, je trouve, pour que ça soit vraiment intéressant à jouer. D'accord, donc pour résumer au niveau des QG, c'est que si on cherche un buffer qui en plus de ça va être capable d'en découdre au corps à corps, donc en contre-charge ou en électron libre, ça sera Prince Démon ailé. Et en termes de sorcier, ben, ça sera justement pas un sorcier générique, mais le sorcier Death Guard. Et au niveau des troupes, c'est intéressant, on se retrouve justement avec un petit mélange de tout ce qu'on peut retrouver. On va avoir étonnamment des Plague Bearers qui cassent le détachement, ouais, mais ils sont là quand même. Ils sont là quand même. On va avoir des cultistes, mais qui n'ont pas vague de traîtres et qui ne bénéficient pas des traits de la Légion. Et ensuite, on va retrouver les vraies unités iconiques du codex, à savoir les Plague Bearers et les Pox. Qu'est-ce que tu choisirais, toi, là-dedans? Bah, là-dedans, le Plague Marines, parce que le Plague Marines, bah, c'est un peu l'homme à tout faire de la Légion, parce qu'on peut très bien le mettre en double couteau pour une armée de corps à corps, on peut très bien le mettre avec des bolters et des armes spé en tir pour avoir une unité qui tire, c'est elle aussi qui va faire le combo grenade, enfin voilà, c'est vraiment l'arme à tout faire, on peut les jouer de 5 en petite unité pour aller se poser sur un petit objectif dans son camp, on peut aussi envisager la horde de 20, et alors là, ça rigole plus du tout quand on va avoir des stratagèmes qui vont passer leur bolter à tir rapide 2. Pareil, bah les grenades, quand on va lancer 20 grenades, c'est plus la même saucisse. Hein, concrètement, c'est plus tout pareil. Arme de la peste aussi pour avoir la reroll des blés. Ouais, tout. Enfin voilà, on peut vraiment synergiser dans le PA. Ils ont vraiment fait plein de stratagèmes pour les Plague Marines. Donc franchement, la horde de 20 peut aussi s'envisager. Je dis pas que ça va être simple, parce qu'il va falloir vraiment la rentabiliser. Ça peut être compliqué, tricky, mais du coup, c'est ce qui va aussi rendre l'armée intéressante. C'est qu'on peut commencer cette armée simplement, et évoluer au fur et à mesure du temps. Et ensuite, on a les Poxwalkers, qui pour moi sont super fluff. L'idée des zombies qui se relèvent complètement malades, leur règle spé qui fait que quand on tue l'infanterie en face, ça repop chez nous, ça peut vraiment, pareil, toujours dans l'esprit V9, on se pose sur un objectif. S'il y a de l'infanterie qui vient en face, le combat peut être très très long en fait. Parce que on va avoir des pertes bien évidemment, mais on va aussi en faire. Pas énormément, mais le si peu qui repop, etc. dans l'objectif, ça peut vraiment être très agaçant pour l'adversaire. En plus, ils sont immunes au moral, complet. Donc là-dessus, on sait que jusqu'au dernier, ils vont rester. Donc pour conclure, toi ce que tu mets en avant, c'est les plaques, c'est super OP, c'est tanky, ça peut avec les beaux combos faire très mal. Tout à fait. Donc honnêtement que du bon, et en plus c'est ceux qui assurent le codex sur les couvertures. Et ça faisait longtemps que justement on était frustrés parce que en tant que joueur Space Marine ou en tout cas Chaos Space Marine, on ne pouvait pas jouer les Chaos Space Marine. Et là c'est cool puisque c'est fort, on va en avoir plein, la figurine elle est énorme, elle a été primarisée en tout cas au niveau de son échelle, ils sont plus gros que des Space Marine de base, donc ils sont entre le Space Marine de base et le Primaris, donc c'est aussi cool de se dire qu'un joueur
Death Guard a ses Primaris. Ensuite, pour clôturer, en défense low cost, donc toi, c'est pas les cultistes que tu mettras en avant, déjà d'un point de vue fluff, et aussi parce que les Poxwalkers, pour 10 points de plus par 10, vont te permettre, et avec les occultants, on s'en fout en tant que gardien de but, d'être immunisé au moral, et aussi d'avoir un FNP5, qui, quand on avait une sauvegarde à 5 dans une couverture, s'en foudra un petit peu, qui, mis en opposition avec les cultistes qui ont eux une sauvegarde à 5, se vaut. C'est ça. Le POX c'est vraiment la taxe pas chère pour tenir l'objectif chez soi. Ok, ensuite au niveau des élites, c'est là où on va aussi trouver des pépites au sein de ce codex. Les élites, c'est vraiment le gros du codex en fait. C'est là où on va pouvoir trouver tout ce qui est structurant dans l'armée. C'est là où on va trouver la plupart des combos qui vont pouvoir formater notre gameplay. Donc on a les persos buffers et on a les unités. C'est vraiment, moi je les mets vraiment à part, on a vraiment deux choses. On va commencer par les unités, ce qui sont les Terminators. On va avoir les gardes du corps, les Death Shroud, qui sont pas très chers, bizarrement, pour des Terminators. Bon, après, ils n'ont pas beaucoup de projections, ils ont des petits lance-flammes à 6 pouces en guise de pistolet. Ça fait toujours la blague quand même au corps à corps. Hein. Quand on lie à l'adversaire, j'ai 4 des 6 touches automatiques au corps à corps. C'est surprenant. Et puis ils ont des faux, hein, quand même, un force 8, PA-3, ça enlève pas mal de primaris aussi, sur du 2+, arme de la peste. Ça se passe plutôt très bien, et c'est pas très cher, ça FEP. Moi je les aime bien. Après, on va voir les Blight Lords, qui là sont vraiment les Terminators de Nurgle, qui coûtent plus cher, malgré tout, mais qui ont quand même une résistance vraiment là. Hein. Et pour finir, c'est vrai qu'ils ont leurs règles pour être gardiens de personnages, mais personnellement, moi, c'est vrai que je les préfère plus en petit électron libre de 3 thermis qui tombent un peu où je veux, et qui sont une vraie épine dans le pied de l'adversaire quand même. Ok, ensuite on va voir les Blight Lords, donc les deuxièmes Terminators. C'est ça, les deuxièmes escouades de Terminators, donc là ce sont les Terminators de Nurgle, comme on peut le connaître dans le chaos, c'est-à-dire qu'ils sont customisables avec des combis, plasma, fuseurs, etc. On a aussi des bonnes armes de corps à corps, notamment le fléau, hein, qu'on retrouve aussi sur les Plague Marines, j'en ai pas parlé, mais la comparaison est la même, c'est juste que le Terminator ayant une attaque de plus de base, c'est quand même plus impactant sur un Terminator de mettre des fléaux. Et du coup, on se retrouve avec une escouade vraiment customisable. Cependant, on aura tendance à les axer toujours de la même façon, avec des bolters, surtout quand on a un stratagème qui permet de les passer à tir rapide 3. C'est quand même très intéressant d'avoir 2 FP, d'arriver, et là on dit tir rapide 3 sur les Terminators, ça fait une sacrée douche de bolters quand même en arrivant, ça déblaye pas mal les infanteries adverses. Et donc du coup au niveau effectif, pour fiabiliser ça, on peut facilement monter à 10 Terminators, c'est une grosse enclume, mais du coup on a le fait de pouvoir avoir 2 armes spé, donc soit 2 fléaux dedans, ou avoir 2 lance-flammes, qui sont vraiment, peuvent être des bonnes unités pour déblayer la troupe. Et une fois posé sur un objectif, il faut quand même les sortir, les Terminators, avec l'An 5, l'invue à 4, l'affreusement résistant à 5. C'est vraiment une grosse épine dans le pied de l'adversaire quand même. Et on n'oublie pas aussi qu'en Death Guard, il existe un stratagème pour qu'une unité d'infanterie puisse faire des interventions héroïques. Et quand on fait pas gaffe et qu'on se met à 6 pouces des Terminators et que là il commence à t'engluer, c'est terminé. C'est ça, ouais. C'est le vrai attrait du PA, c'est d'avoir du coup dans la compagnie Enclume de Mortarion ce petit bonus-là qui fait que ça peut vraiment tout changer pour la projection des Terminators. Ouais. Toujours dans les élites, on va passer au personnage buffer, on va passer au Biologus qui est le maître du combo grenade. Du coup, sa capacité permet, en aura à 3 pouces autour de lui, d'améliorer les grenades de la peste. Ce bonus permet d'avoir plus en force, damage flat 2 et de faire de la mortelle sur du 6+. Donc pour dessiner un petit peu le combo, ce petit gars il va être à côté de nos plaques marines qui vont être jouables de 5 à 20. Chaque mec peut lancer qu'une grenade, mais en l'occurrence au niveau du codex, il y a un stratagème générique qui fait que chaque figurine va être capable de lancer sa grenade, soit avec des grenades frag des 6 touches, c'est des conflagrations, donc ça veut dire que si jamais on tire sur une unité à gros effectif, ça fera 6 touches directes puisque c'est des armes différentes. Tout à fait. Et qui sur du 6, en plus de ça, feront de la mortelle. Comment est-ce qu'on continue encore le combo? Le combo, on le continue déjà en prenant un trait de guerre qui est archi-contaminateur qui permet de relancer toutes les blessures ratées. Donc ça va encore fiabiliser le nombre de 6. On peut aller encore plus loin en prenant vétéran de la longue guerre qui fait qu'on aura plus 1 pour blesser. Donc la mortelle va arriver sur du 5 et du 6. Et on peut encore aller plus loin en augmentant la portée des grenades de 6 pouces. Donc là, on a un combo qui permet à 17 pouces d'avoir une grosse létalité sur un point donné. On peut également gagner 3 pouces de plus en débarquant d'un rhino. Donc c'est pour ça qu'aussi, on en reviendra après sur les rhinos, mais c'est très important en Death Guard. L'autre choix d'élite qui me plaît beaucoup, c'est le Full Blade Spawn. C'est ce petit personnage qui permet de faire du lance-flamme vraiment burné, parce qu'on est quand même sur de la force 2d6 pour de la PA-3, damage flat 3.
en touche auto et arme de la peste, bien évidemment. Donc là, on repart sur toutes les combos de Archi, Contaminator, etc. On se rend compte qu'on a quand même un petit monsieur qui peut sortir des gros points, genre des motos, des Hive Guard. Et en plus, il a été boosté dans le Psychic Awakening parce que pour un PC, maintenant, on va jeter un dé supplémentaire pour la force et pour le nombre de tirs et on va retrancher le plus faible. D'accord, donc il va être stabilisé vers le haut pour C'est un ça. point de co. Là où on le jouait déjà avant, qui était déjà très bon, là, il est encore meilleur, quoi. Et il y a une aura qu'on a tendance à oublier, malheureusement, mais qui a toute son importance en V9, qui fait que toutes les unités qui le chargent, enfin qui vont terminer un mouvement de charge à 7 pouces autour de lui, ne vont pas bénéficier de l'initiative au niveau du séquençage. D'accord, donc on le rappelle, en V9, d'ailleurs dans toutes les versions, quand on charge, on va taper avant, et une fois qu'on a chargé, c'est l'adversaire qui va choisir sa première unité. Donc quand on est à côté de lui et qu'on charge avec tout le monde, c'est le joueur d'Esgard qui va avoir l'initiative du combat. Et ça, c'est très fort. Bah, tout ça, c'est très fort. Et on imagine bien qu'au milieu de, par exemple, de Terminator, qui vont développer un volume d'attaque assez impressionnant, ça fait un blob qui est quasiment inchargeable. Enfin, un autre personnage que j'ai redécouvert avec cette V9 et surtout le Psychic Awakening, c'est le Noxus Bloodbringer avec sa cloche qui servait pas à grand chose, à part fiabilité d'Advanced Epox quand même, parce que jeter 2 dés, ça permettait vraiment au Pox de se projeter vers l'avant. Il a été utilisé parce qu'il était dans la boîte d'Arc Imperium. On a Ouais, essayé bon, de le ouais, justifier ça va. après. On a essayé de le justifier après, et malheureusement il sortait plus, quoi. Mais le Games a eu l'intelligence de lui donner une relique qui est vraiment pas mal, qui fait qu'on va avoir une bulle d'invulnérable à 5 à 7 pouces autour de lui, ce qui permet par exemple à des rhinos qui n'avaient pas d'invue, qui vont avoir une invue 1-5, un Feel No Pain 1-5 grâce au stratagème, et qui en plus, on n'oublie pas les fumigènes. Donc si on commence, on avance, on sprint, on se pose sur un objet, fumigène, toutes les combos vont bien, lui est suivi derrière, et là on se retrouve avec un gros morceau sur l'objectif. Un autre personnage qui a gagné avec le Psychic Awakening, c'est le Surgeon. Effectivement, avant, il faisait que relance des 1 pour les Feel No Pain. Là maintenant, il y a une légion qui permet, pour un PC, de lui faire reroll les 1 et les 2. On n'oublie pas qu'il y a un autre stratagème qui permet aux Plague Marines d'avoir plus 1 sur leur jet d'affreusement résistant. Donc là, on peut potentiellement se retrouver avec un blob de Plague Marines qui va avoir Feel No Pain 4+, reroll des As et des 2. On est bien sur un objectif là pour le tenir. Hein. Et pour finir avec les élites, on a le Taliman, le monsieur qui compte les morts, pour Honorgul, qui permet nativement de relancer toutes les touches au corps à corps. Donc on se retrouve avec un maître de chapitre au corps à corps, la Death Guard va au corps à corps, nativement, mais aussi qui permet, avec le trait Archi-Contaminator qu'on peut lui mettre à lui, de se retrouver avec un petit monsieur à 60 points qui permet de reroll toutes les touches au corps à corps et toutes les blessures. Un capi-lieutenant, quoi. Un capi-lieutenant de luxe. On a fait le tour des élites. T'as bien mis en avant le fait qu'on était sur une armée de synergie liée principalement aux personnages, que le fait d'avoir des reliques, des traits de seigneurs de guerre et des compagnies a rendu le PA quasi obligatoire quand on veut vraiment aller puiser, on va dire, dans la Death Guard un petit peu plus de burn. Au niveau des attaques rapides, qu'est-ce que tu vois? Alors, on va commencer par les drones, qui... Ça faisait 2 ans que je l'ai pas vu. Hein. Et donc justement, le drone tondeuse qui est revenu un peu sur le devant actuellement, parce que coûte moins cher que le double lance-flamme, moi personnellement je trouve qu'il est bien, mais il faut le synergiser. Dont le Taliman dont on a parlé, c'est vrai que s'il y a les Talimans qui le suivent, ou un Prince Démon pour reroll au moins les As à la touche, c'est pas mal. Moi je préfère le double lance-flamme parce qu'il est autonome. On peut vraiment l'envoyer sur un flanc de table. C'est super important en V9 d'être autonome, en fait, de pouvoir aller sur un coin de table, un objectif. C'est fort. C'est un véhicule, donc il peut tirer au corps à corps avec ses 2d6, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. C'est séduisant. C'est vraiment séduisant, et vraiment en électron libre, il est parfait pour ça. Et ensuite, on passe au Mephitic Blightholder, mes chouchous à moi. Les coccinelles. Les coccinelles. Un peu décrié en V8 quand même, parce que c'est vrai que ça faisait pas forcément grand chose, c'était assez cher pour ce que ça faisait. Mais en V9, elles ont encore baissé en points, elles sont passées à 100 points pièce. Pour un multifuseur, un lance-missile, une giclée de bile et une chier de règles, c'est quand même pas mal. Tu te calmes avec la giclée de bile par contre. Elles sont à jouer par 3 parce qu'elles ont un bonus par 3, elles ont plus 1 pour toucher. Donc on a de la machine démon qui touche à 3+. Quand on commence à mettre un prince démon à côté, qu'on va dire 3 tirs de multifuseur, 3 tirs de lance-missile, 3+, reroll des As, c'est quand même assez fiable. Hein. Ça fait un gros anti-char pour notre armée, c'est ce qui nous manque de base. Donc c'est quand même agréable. Et on se retrouve avec 24 points de vie, en du 7, 1 vue à 5, Feel No Pain à 5. Pour 300 points. Pour 300 points. En V9, c'est pas cher. En V9, c'est pas cher. Quand on compare à un Nika, on a autant de points qu'un Nika, on est moins cher, on tank mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu la pierre angulaire anti-char de mon armée, surtout qu'en plus, avec Psychic Awakening, on a gagné des petits stratagèmes pour améliorer la PA autour d'elle, sachant qu'elle met déjà l'infanterie à couvert autour d'elle. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup jouer autour des Mephitic Blightholder. On a fait le tour des attaques rapides qu'on voulait mettre en avant. Il y en a d'autres, il y en a même des génériques qui sont aussi soit démons, soit dans le codex directement Space Marine du Chaos, mais en fait celles-ci ne sont pas synergisables
incompatibles avec les règles Death Guard ou avec le PA. Donc on les rentre pas, surtout que pour leur rôle, aujourd'hui on se rend compte qu'on a la même chose en Death Guard avec des règles qui sont propres à cette armée. On va donc passer au niveau des soutiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Eh ben, en soutien, il y a un choix de soutien iconique, c'est le Plague Burst Crawler. C'est le choix de soutien qui était joué en V8, qui était pris dans des soupes juste pour sa résistance, parce que Endurance 8, c'est vraiment un palier qui est important, l'Endurance 8 par rapport à l'Endurance 7. Et ben ça n'a pas changé. Il a beau être plus cher, maintenant il tire au corps à corps en plus, donc c'est vraiment agréable. Il peut bouger et tirer à 4+, avec son obusier, chose qu'avant en fait l'obusier était vraiment anecdotique. Maintenant il est plus anecdotique du tout, hein. À 4+, avec un Prince Démon ou un Chaos Lord, 4+ reroll des As, il devient presque fiable. Faut pas non plus abuser, hein, mais... Aussi, grâce au Psychic Awakening, il a gagné une deuxième option d'équipement, qui sont les canons Entropie, qu'on voyait assez peu avant V8. Les canons Entropie peuvent être fiabilisés grâce à un stratagème qui permet d'être arme de la peste, donc toujours avec Archive Contaminator, full reroll des blés sur un canon laser, ça permet de vachement fiabiliser. Et aussi de faire minimum damage 3. Donc c'est vraiment très fort. Oui, il y a il y a une erreur de traduction dans le psychique en français, mais en anglais, c'est bien précisé que les dégâts des 6, c'est minimum 3. Donc on commence à avoir un véhicule, encore une fois anti-char, qui peut vraiment être sympa. À contrebalancer toujours avec sa 4+ pour toucher. Tu viens de parler d'une unité iconique, à savoir le Crawler, mais celui-ci arrive deuxième, alors qu'il était déjà très fort au sein des choses qui vont être fortes et pétées en choix de soutien chez la Death Guard, c'est le Defiler. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est autant mis en avant en 7v9 ? Ça va par le fait qu'ils ont créé une compagnie dans le Psychic Awakening qui permet d'avoir une relique qui fait une bulle à 7 pouces autour du porteur où les invulnérables vont passer à 4+ sur les machines démons. Donc on se retrouve avec, comme en Chaos Space Marine, un Defiler avec une 4+ invue. Et on n'oublie pas le stratagème qui, pour 2 PC, vu qu'il a plus de 12 points de vie, fait qu'il a un insensible à 5. D'accord, donc on va être sur une figurine qui va coûter dans les 140 points, qui va avoir un Vul à 4, Feel No Pain à 5 et 14 points de vie. C'est bien cela. Donc on imagine bien que poser son objectif, il va... Ça veut dire que si tu en joues 2, tu te retrouves avec 2 figurines, un Vul à 4, 28 PEV, Feel No Pain à 5. Oui, c'est bien ça. Donc on se retrouve avec 2 grosses menaces avec le porteur, notamment en Prince Démon par exemple, où là on va avoir 3 grosses menaces qui avancent sur le champ de bataille, qui vont tirer et qui vont très bien closer aussi derrière. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu en V8. On va maintenant passer au Lord of War, au Seigneur de guerre, et pas Seigneur de la guerre, à ne pas confondre. Mortarion. Ouais. C'est un luxe énorme dans une armée dans laquelle beaucoup de joueurs en fait se sont empris de l'ADN de l'armée et aiment son fluff, que ce soit Papy Nurgle et ainsi de suite. Le fait de pouvoir jouer son Primarch, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu penses de lui ? On va quand même rappeler pour qu'il soit jouable, on doit le jouer dans un détachement de Supreme Command, que le Supreme Command a changé. Maintenant, on va le payer en points de commandement, sauf si on a le mot-clé Primarch ou Seigneur de la guerre. Et en l'occurrence, ici, il l'est. Et il a le bon trait de Seigneur de guerre. Donc il pourra même être ton Seigneur de guerre et donc coûter 0 PC. Mais qu'est-ce que tu penses de cette entrée ? Mortarion, il coûte encore un peu trop cher, je trouve. À 490 points, il n'a que 18 points de vie, il n'a qu'une sauvegarde à 3 de base, qui n'est pas améliorable, une invue à 4, certes, l'affreusement résistant à 5, mais il est ciblable. Donc si on n'a pas le premier tour, ça peut être quand même assez compliqué. Si l'adversaire se décide à le focus, malheureusement, il a du mal à survivre. Après, on n'oublie pas les Death Shroud qui peuvent servir de point de vie tampon un peu à côté. Mais malgré tout, ça reste une fille qui prend plaisir à sortir. On a parlé tout à l'heure des différentes règles de la V9, on n'a pas parlé des renforts stratégiques. Que vaut Mortarion justement grâce à cette règle ? C'est une règle qui va le sauver justement, moi je trouve, parce qu'il va pouvoir arriver à partir du tour 2 sur un flanc, proche de l'ennemi. Donc ça va être une épine supplémentaire et une sacrée épine quand même, un Primarch, ça se descend pas comme ça. Et du coup, il gagne vraiment là-dessus, c'est le seul moyen pour moi de le sortir. En gros, tu vas multiplier les menaces tour 2 avec la projection native de ton armée qui sera, on va dire, sur la première ligne d'objectif, quel que soit le déploiement, et un Mortarion directement. Donc pour qu'un peu que tel tour 2, c'est ce qui va te permettre de dicter un petit peu plus la game, ce qui est la frustration d'un joueur Death Guard. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment, on va prendre l'initiative sur le combat si on a le tour 1. Du coup, il arrive en premier tour 2, on lui lance son petit miasme de pestilence pour qu'il ait -1 pour être touché, et là, on commence à être bien. On a fait le tour justement de l'ensemble des armées et même de certains combos dont tu as parlé tout à l'heure. Maintenant, on va revenir un petit peu sur comment on gagne et comment on perd une game en 7v9 avec les objectifs secondaires. Qu'est-ce que tu prends souvent ou qu'est-ce que tu conseilles, on va dire, aux joueurs Death Guard par rapport à ces choix qu'on va avoir, aussi bien sur le control map que sur l'attrition, que sur la non-attrition, ou alors que justement sur certaines actions ? Est-ce qu'on a une armée qui est plus MSU où on peut se permettre de sacrifier des actions pour marquer plus de points ? Même si c'est toujours adversaire dépendant, qu'est-ce que tu en penses en Death Guard ? En Death Guard, moi je prends déjà sur tous les fronts. On a quand même des véhicules, les Rhinos qui bougent à 12, des véhicules qui bougent entre 8 et 10.
on arrive toujours à aller un peu à droite à gauche sur la table et il faut le faire en V9 de toute façon. Donc ça, c'est un secondaire que je prends assez régulièrement. On a aussi le secondaire combattons tant que nous le pouvons, où on peut avoir des Plague Bursts, qui sont les figurines les plus chères de notre armée, et qui sont rarement la cible prioritaire de l'ennemi. Donc il y a de grandes chances qu'ils tiennent en vie, donc pour peu qu'on en joue 2 ou 3, bah, si on prend ces 3 figues-là, c'est quasi 15 points en fin de partie. Donc c'est quand même assez agréable d'avoir une figurine qui vole plus cher et qui est très tanky. Et qui soit pas la cible prioritaire. Yes, donc ça veut dire en gros que tu vas diriger les tirs de ton adversaire dessus et laisser tranquille les sources de projection aussi. Tout à fait, voilà. En plus, c'est donner un intérêt supplémentaire à cette figurine qui peut en manquer en fonction du scénario. Et après, on a une unité qui réalise très bien les actions qui sont les Poxwalkers, justement. Donc en fonction de sa liste, si on en a mis, prendre des objectifs secondaires qui nécessitent de faire des actions avec des unités d'infanterie, les Poxwalkers remplissent très bien ce rôle. On a fait le tour de l'ensemble des points qui introduisent cette Death Guard en V9. Qu'est-ce que t'en penses, toi, vraiment, en termes de gameplay? Comment est-ce que ça se traduit? On parle souvent de l'Iskinder Surprise, c'est la faculté de pouvoir prendre la table, de pouvoir garder les objectifs pendant un tour entier. La Death Guard se positionne donc par rapport à tout ce qu'on a dit comme fort, le fait de prendre la table et d'avoir des petits stratagèmes qui permettent de la récupérer, cette fameuse table. Qu'est-ce que tu peux dire en termes de gameplay pour conclure là-dessus? C'est un gameplay qui paraît assez simpliste et qui l'est, parce que le but, c'est d'avancer. Inexorablement, la game, on va avancer, prendre les objectifs les uns après les autres méthodiquement. Ce qui veut dire que forcément, si on commence, c'est plus simple, parce que la table est vide quand on commence. Donc on va pouvoir au tour 1 sprinter avec les rhinos, ou avec des persos à pied, ou avec les Plague Marines, pour prendre cette table. C'est plus compliqué si on commence pas, parce qu'il faut d'abord déblayer cet objectif. Donc on a des armes pour déblayer éventuellement un objectif, mais pas 2 ou 3 par tour. Donc c'est là où la Death Guard va être un peu indépendante, non pas pour l'attrition, mais pour la prise de table. C'est super intéressant parce que la plupart des autres armées le sont pour l'attrition. Ouais. Là, c'est vraiment pour pas se faire loquer chez soi. C'est ça, on ne pas se faire enfermer dans son camp, et ce qui serait dommage, et ce qui va être compliqué surtout à en sortir. D'accord. Est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un débutant aussi bien en termes de gameplay, de permissivité ou d'agressivité, et aussi en termes de modélisme? Alors c'est pour moi une des armées pour les débutants. Parce que c'est une armée qui est très permissive, le fait qu'on ait de l'endurance, qu'on soit résistant, les erreurs de placement, on ne va pas les payer cash. Contrairement à des choses très fragiles, Glass Cannon, là au moins, au pire on s'est raté, si on tank derrière, c'est pas grave. Après, en termes de modélisme, la gamme est neuve, elle a 3 ans, donc on peut y aller les yeux fermés, les figues sont magnifiques, on sent vraiment la patte de Games Workshop là-dessus sur des sculptures modernes. On prend Mortarion qui est iconique, qui est énorme, on a du piéton, on a du véhicule, on a tout dans la gamme. C'est une game qui coûte même pas si cher, puisque justement entre l'occasion ou entre ce qui avait été fait en Easy to Build, ou alors les figurines qu'on récupérait de Sombre Imperium, c'est vrai qu'en fait on peut se faire une armée à moindre coût, en tout cas avec une belle collection pour ça. Ah c'est ça, et puis le Conquest aussi, t'as oublié Conquest, on trouve toutes les figues Conquest à pas cher, un peu à droite à gauche. C'est vraiment une armée qui est faite pour démarrer 40K, qui est vraiment une porte d'entrée dans 40K. L'autre aspect, c'est que c'est une armée qui joue toutes les phases, qui va pas forcément le faire très bien dans certains cas, mais qui a du psy, du tir, du corps à corps. Donc on va vraiment être là pour apprendre les bases du jeu. Est-ce que ça veut dire que le skill cap est bas, ou au contraire certains gros joueurs vont tout casser en Death Guard? Par skill cap, je vais juste clarifier, c'est le fait d'arriver vite aux limites de ce que va proposer l'armée. Aussi bien justement en termes de sanctions que d'erreurs. Tu as parlé justement de permissivité, donc là c'est plutôt positif. Maintenant vraiment en termes de projection, de sanctions adverses, de ce qu'on va être capable aussi de faire, et sur la rejouabilité d'une game. La Death Guard se situe vraiment au milieu, je pense, parce que y a des mécaniques très simples à prendre en main, et il y a aussi les combos qui peuvent être plus compliqués du fait de leur portée, du fait de leur aura qui sont assez courtes. 3 pouces, c'est pas si évident que ça au début à mettre en place, mais une fois qu'on a tout mis ensemble, on arrive vraiment à avoir une armée qui est compétitive et qui peut vraiment faire des trucs sur un champ de bataille. On a fait le tour de découvrir la Death Guard en V9. Un grand merci à toi, Elwood, d'être venu avec tes petites mouches. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.